L'Indicible de Howard Philip Lovecraft. C'est par une fin d'après-midi automnale, assis sur une pierre tombale abandonnée dans le vieux cimetière d'Arkham, que nous nous interrogions sur l'Indicible. Les yeux rivés sur le sol géant de ce territoire réservé aux morts, dont les puissantes racines ainsi que le tronc avaient presque englouti une dalle indéchiffrable, je m'étais permis une remarque saugrenue sur les sucs fétides, autant que subtils que l'inexorable réseau nourricier de l'arbre devait distiller dans cette terre de charniers. Mon ami s'était moqué de moi, de ce qu'il avait appelé des enfantillages, et m'avait répondu, puisqu'aucun ensevelissement n'avait eu lieu dans cet endroit depuis près d'un demi-siècle, l'arbre ne devait rien y trouver de bien extraordinaire. De plus, avait-il ajouté, ma préoccupation constante de ce que j'appelais les choses innommables et indicibles trahissait en moi un esprit fort puéril, non sans rapport avec ma réussite plus que relative dans le métier d'écrivain que je m'étais choisi. J'aimais trop terminer mes histoires sur des spectacles ou des bruits qui paralysaient les facultés de mes héros et leur enlevaient toujours le courage, les moyens ou la force de raconter ce par quoi ils étaient passés. Nous ne connaissons les choses, avait-il dit, que par l'intermédiaire de nos 5 sens ou de nos intuitions religieuses. Et, par conséquent, il est impossible de parler sérieusement d'un objet ou d'un spectacle que ne peuvent expliquer clairement les définitions solides qu'offre le fait aussi bien que les doctrines admises des théologies, de préférence, du reste, la théologie congrénationaliste, tout en acceptant les transformations, les adaptations imposées par la tradition ou par Sir Arthur Conan Doyle. J'avais souvent partagé de longues heures pâles avec cet ami, Joel Manton, en discussions interminables. Docteur de l'East High School, né à Boston, élevé dans cette ville, il en partageait l'indifférence caractéristique et satisfaite de toute la Nouvelle-Angleterre à l'égard des harmoniques les plus délicats du monde sensible. Selon lui, et c'était le point de vue qu'il défendait, seules nos expériences normales et objectives ont une signification esthétique, et le rôle de l'artiste est moins de susciter des émotions fortes à l'aide de l'action, de l'extase ou de la stupeur, que d'en entretenir un intérêt calme et permanent, un jugement sain chez le lecteur à l'aide de transcriptions exactes et détaillées de la vie quotidienne. Il s'élevait tout particulièrement contre mon intérêt du mystique et de l'inexpliqué, car bien que plus croyant que moi d'un certain point de vue sur le surnaturel, il refusait de tenir suffisamment ordinaire et fréquent le surnaturel comme un sujet littéraire. Qu'un esprit puisse y trouver les joies les plus hautes dans des échappées originales, aux antipodes de la routine de tous les jours, et dans des combinaisons aussi frappantes que neuves de ces images que l'habitude et la lassitude, à force de les faire repasser dans le sillon ébréché et usé de la normale, ont dépouillé de tout être vivant, voilà qui était impensable pour cet esprit clair, pratique et éminemment logique. Pour lui, toute chose, tout sentiment avait des dimensions, des propriétés, des causes, des effets bien déterminés, et quoiqu'il eût vaguement conscience du fait que l'esprit, parfois nourri de visions et de sensations d'une nature beaucoup moins géométrique, classifiable et utilisable, il se croyait justifié à tracer une frontière arbitraire et à tenir pour quantité négligeable tout ce qui ne peut être vécu et pleinement compris par l'homme de la rue. De plus, il était pratiquement certain que rien ne pouvait être véritablement indicible. Cela ne lui paraissait pas sérieux. Quoique parfaitement conscient de la futilité d'une discussion sur l'imaginaire ou la métaphysique en face du solide bon sens d'un citoyen normal de nos contrées, quelque chose dans ce décor et dans le moment fit naître en moi une humeur plus querelleuse qu'elle accoutumait. Ces dalles d'ardoise à moitié délitées, ces arbres patriarcaux, les toits en croupe de la vieille cité, autrefois familière aux sorcières, qui s'étendaient autour de moi, tout cela se combina pour me pousser à entreprendre la défense de mon travail. Je ne tardai pas à lancer mes troupes en territoire ennemi, et en vérité la contre-attaque n'était pas bien difficile, car je savais que Joel Manton se souvenait plus qu'à moitié de 1000 superstitions de vieilles femmes que toutes les personnes sophistiquées ont oubliées depuis déjà bien longtemps. Croyance, par exemple, que des agonisants pouvaient apparaître
de l'autre côté du monde, ou que des visages, d'autrefois, pouvaient laisser leurs marques sur les vitres à travers lesquelles elles avaient regardé pendant toute leur vie. Accorder leur foi à ces rumeurs dignes de la campagne, insistais-je, attestait sa foi en l'existence de formes fantomatiques sur la Terre, différentes de leur contrepartie matérielle bien que liées à elle. Ce qui supposait le droit de croire en des phénomènes inexplicables par les concepts courants. Car si un homme mort peut transmettre son image tangible et visible de l'autre côté du monde, ou lui faire enjamber le cours des siècles, pourquoi serait-il absurde d'imaginer que des demeures abandonnées peuvent être peuplées de choses bizarres, mais sensibles, ou que les vieux cimetières bruissent de l'intelligence terrible et désincarnée des générations disparues? Et comme l'esprit, pour pouvoir provoquer toutes les manifestations qui lui sont attribuées, ne peut se plier aux lois qui régissent la matière, pourquoi serait-il grotesque d'imaginer des choses mortes, douées d'une vie physique et possédant des formes ou des absences de formes qui seraient pour les humains ordinaires, foncièrement, terriblement innommables? Le bon sens, opposé à ces notions, déclarai-je à mon ami, non sans quelques émotions, n'est qu'une méprisable et pitoyable absence d'imagination et de souplesse mentale. Le crépuscule maintenant avait étendu sur nous son manteau d'ombre, mais ni Joël ni moi n'éprouvions le besoin ou l'envie d'arrêter là notre discussion. Manton paraissait toujours aussi insensible à ce que je lui disais, et plus que disposé à me réfuter, animé comme il était par cette confiance en sa propre opinion, responsable en grande partie de sa réussite dans sa carrière d'enseignant. Et moi, de mon côté, j'étais trop certain de ce que j'avançais pour craindre la défaite. L'obscurité s'approfondissant, les lumières commencèrent à scintiller derrière quelqu'une des fenêtres au loin, mais nous ne bougions pas. Nous étions, soit-il dit en passant, fort bien assis sur notre tombe, et je savais que mon ami, prosaïque comme il l'était, ne s'inquiétait pas de la profonde fissure ménagée dans l'antique assemblage de briques pétries par les racines qui se trouvaient juste derrière nous. Il ne craignait non plus l'obscurité qui envahissait les lieux, et principalement
Une vieille bâtisse du XVIIe siècle, branlante et déserte, dressée entre nous et la rue éclairée la plus proche. Donc, dans la nuit, près de cette fosse à demi ouverte et de cette maison sans occupant, nous discourions de l'indicible. Lorsque mon ami eut fini en riant de réfuter mes arguments, je lui dévoilai les preuves incroyables sur lesquelles j'avais bâti la nouvelle qui avait à ce point excité son hilarité. Ma nouvelle, que j'avais intitulée La fenêtre du grenier, était parue dans le numéro de janvier 1922 de Whispers. Dans de nombreux endroits, et plus exactement dans le sud et sur la côte pacifique, on avait dû retirer des stands tous les exemplaires de cette publication, à la suite de plaintes pusillanimes, mais malheureusement trop nombreuses. En Nouvelle-Angleterre, on ne s'était pas laissé impressionner, on s'était contenté de hausser les épaules devant ce qu'on avait appelé mes extravagances. Tout d'abord, avait-on dit, la chose était biologiquement impossible. Ce n'était qu'un de ces contes de vieilles femmes qu'on se chuchotait dans les campagnes et que Cotton Mather avait été assez crédule pour inclure dans ses Manila Christia Americana, ouvrage grotesque d'ailleurs. Du reste, les preuves étayant ce récit étaient si faibles et si douteuses que même Mather n'avait pas osé désigner clairement la localité où était censée s'être passée cette histoire à donner le frisson. Quant à la suite que j'avais donnée à ce récit, elle était parfaitement invraisemblable. Elle trahissait tout simplement l'écrivaillon travaillé par une imagination surchauffée et hantée par la spéculation systématique. Mater avait seulement dit que cette chose était née. Mais il fallait n'être vraiment qu'un misérable amateur de sensationnel pour avoir songé à la faire grandir et regarder la nuit par les fenêtres des gens et se cacher dans la mansarde d'une maison, pour que finalement, des siècles plus tard, un être humain la distingue à une fenêtre et soit par-dessus le marché incapable de décrire ce qui avait fait soudainement blanchir ses cheveux. Tout cela n'était que de la bouillie pour les chats, et mon ami Manton ne m'avait guère caché son avis. Mais je lui racontais ce que j'avais découvert, moi, dans un vieux journal intime tenu entre 1706 et 1723, retrouvé par moi dans des papiers de famille à moins d'un miles de l'endroit où nous étions assis en ce moment. Je le lui dévoilais, et la réalité indiscutable des cicatrices qui marquaient la poitrine et le dos de mon ancêtre et qui étaient décrits dans ce journal. Je lui parlais aussi des craintes qui s'étaient répandues à cette époque dans la région. Les générations se les étaient transmises, et je lui parlais de la folie nullement mystique qui avait emporté le jeune homme qui, en 1793, avait pénétré dans une maison abandonnée pour y examiner les traces qu'il soupçonnait. Ça avait été une affaire horrible. Rien d'étonnant. Si l'âge puritain du Massachusetts fait encore frissonner les étudiants sensibles, on connaît tellement mal ce qui se cachait derrière les apparences, et le peu qu'on connaît, c'est une purulence hideuse lorsqu'on s'aperçoit. Elle est putride à la faveur des aperçus vampiriques qui sont parfois ouverts. Ah, la terreur, plus que devinée derrière l'empire des sorcières, jette un jour horrible sur ce qui peut se germer dans le cerveau torturé de l'homme. Mais ceci n'est qu'un détail insignifiant. Il n'y avait pas de beauté alors, il n'y avait pas de liberté, ce qui reste de l'architecture et des objets de la vie quotidienne de ce siècle en témoigne, ainsi que les serments venimeux de ces prêtres hargneux. Nous ne savons que ce qui se cachait à l'intérieur de cette camisole d'acier rouillé. C'était une hideur asphatique, perversion sans fin et diabolisme vrai. Là vraiment se situait l'apothéose historique de l'innommable. Cotton Mather, dans son Anathème, sixième démoniaque tome de ses œuvres, que personne ne doit lire à la nuit tombée, n'a vraiment pas mâché ses mots. Aussi inflexible qu'un prophète, plus ferme dans son laconisme que nul ne peut l'être en ce temps, il y dénonce la bête qui avait donné naissance à ce qui n'était plus ou moins qu'une bête et moins qu'un homme, la chose à l'œil douteux et l'être pitoyable, hurlant ivre qu'on avait pendu parce que lui aussi possédait cet œil incertain. Cela, il le dit sans retour, mais sans laisser toutefois deviner ce qui s'est passé par la suite. Peut-être qu'il ne savait rien, mais peut-être aussi que, le sachant, il n'a rien osé en dire. Et d'autres l'ont su, qui n'ont rien osé dire.
Rien ne donne la raison de ces murmures tenaces, de ce verrou fermant la porte de l'escalier menant à la mansarde de cette demeure. Demeure d'un vieillard sans enfant, brisé, amer, celui qui avait dressé une dalle d'ardoise vierge près d'un tombeau, et pourtant, ce que l'on devinait derrière ces faits et légendes assez vagues suffisait à refroidir le sang le plus profond. Tout se trouvait dans ce journal antique que j'avais découvert. Tous les sous-entendus furtifs, tous les comptes rendus secrets des choses à l'œil souillé aperçues derrière des fenêtres par les nuits sombres ou dans des champs déserts près des bois. Ce quelque chose qui s'empara de mon ancêtre dans une sombre allée au creux d'un val et qui laissa des traces de cornes sur sa poitrine et de griffes dans son dos. Lorsqu'on examina les empreintes laissées par la chose dans la poussière remuée, on y découvrit les marques mélangées de sabots fourchus et de pattes vaguement anthropoïdes. Un jour, un messager du service postal relata qu'il avait vu un vieil homme qui pourchassait en criant une chose effroyable, boiteuse et sans nom sur Meadow Hill, aux heures vagues qui précèdent l'aube, et nombreux furent ceux qui le crurent. Aucun doute. On raconta des choses bien bizarres par cette nuit solitaire de 1710, sur ce vieil homme sans enfant et brisé, lorsqu'on l'enterra dans la crypte, derrière sa propre maison, en face de la dalle d'ardoise sans inscription. On ne déverrouilla jamais la porte allant dans la mansarde, et on abandonna toute la maison, comme elle était vide, vide et redoutée. Et par la suite, chaque fois qu'on entendait des bruits venant de cette maison, on parlait tout bas. On tremblait avec l'espoir que le verrou de l'escalier tenait bon. Puis l'espoir lui-même mourut lorsque l'horreur se manifesta au presbytère, et il n'y eut alors aucune âme vivante qui n'emportât la marque, vivante ou morte. Petit à petit, et au fur et à mesure que les années s'écoulaient, la légende prit les allures d'un conte de fées. J'imagine que la chose, à supposer qu'elle était vivante, était morte. Le souvenir qui longtemps traîna derrière elle fut atroce, et d'autant plus atroce qu'il était secret. Pendant le cours de mon histoire, mon ami s'était enfoncé dans un silence de plus en plus profond, et je vis que ce que je venais de lui raconter avait fait impression sur son esprit. Il ne riait pas lorsque je me tus, mais d'une voix assez sérieuse, au contraire, me pria de lui donner d'autres détails sur le jeune homme qui était devenu fou en 1793 et dont j'avais fait le héros de ma nouvelle. Je lui expliquai pourquoi ce jeune homme était allé voir la maison que l'on évitait. J'ajoutai qu'il n'y avait rien d'étonnant à ce qu'il fût intéressé, puisque aussi bien il croyait que les vitres gardaient la mémoire des personnes qui ont longtemps regardé à travers. Ce jeune homme était allé examiner les fenêtres de cette horrible mansarde parce qu'on lui avait dit que quelqu'un avait vu des choses horribles derrière, et il était revenu en hurlant et fou. Manton, pendant que je parlais, resta silencieux, comme réfléchissant, mais petit à petit, son tour d'esprit analytique reprit le dessus. Il dit, pour le plaisir de discuter, qu'il devait y avoir eu réellement quelques créatures inconnues, mais il me rappela qu'il n'y avait aucune raison pour que les plus morbides perversions de la nature soient innommables ou indescriptibles aux yeux de la science. Je le félicitais, autant pour sa clarté d'esprit que pour son entêtement, mais je lui fournissais alors quelques révélations supplémentaires que j'avais glanées en allant voir de vieilles personnes. Ces légendes fantomatiques et plus tardives, lui dis-je clairement, faisaient allusion à des apparitions monstrueuses, plus effrayantes que tout être organique. Des apparitions de formes bestiales et gigantesques, par certains moments visibles, et d'autres seulement tangibles. Des formes bestiales, gigantesques flottant dans l'air par les nuits sans lune, hantant la vieille maison et la crypte qui se trouvait derrière elle, ainsi que les alentours de ce tombeau abrité, maintenant par un jeune arbre qui avait poussé à côté de la dalle illisible. Que l'être qui se trouvait à l'origine de ces apparitions eût jamais éventré ou étouffé une personne humaine, comme l'affirmaient des traditions invérifiables. Il était difficile de le dire, quoi qu'il en fût, il avait laissé derrière lui une impression puissante et permanente. Il faisait encore trembler les personnes les plus âgées chez les autochtones, mais les générations les plus récentes l'avaient pratiquement oublié.
Peut-être du reste que le souvenir s'en effaçait à force de ne plus être évoqué. D'un autre côté, cependant, dans la mesure où l'on voulait juger l'affaire d'un point de vue esthétique, les émanations psychiques des humains pouvant être grotesques et caricaturales, quelques représentations logiques pouvaient rendre compte d'une nébulosité aussi informe et aussi infâme que le spectre d'une horreur pernicieuse et inorganique, à soi seul un blasphème putride à l'égard de la nature. Conçu à partir du cerveau mort d'un cauchemar hybride, est-ce qu'une horreur aérienne de ce genre ne pouvait pas constituer, dans toute sa réalité haïssable, l'exquis, l'atroce, innommable? Il devait être fort tard. Une chauve-souris étonnamment silencieuse me frôla, et je crois qu'elle passa tout près de Manton, car quoiqu'il fût noyé dans l'obscurité, je le sentis lever son bras, puis il prit la parole. Mais est-ce que la maison où se trouve cette fenêtre et cette mansarde abandonnée existent toujours? Oui, je l'ai vu. Et est-ce que vous y avez trouvé quelque chose? Dans la mansarde ou ailleurs? Des ossements sous le toit. C'est peut-être ce que le jeune homme avait découvert. Il était si sensible qu'il n'en fallait pas plus pour devenir fou. Si ces ossements provenaient tous du même être, ça devait être une folle monstruosité. Ça aurait été un crime que de laisser ces débris au jour. Je suis donc revenu plus tard, dans cette maison avec un sac, et je les ai enfouis dans la tombe qui se trouve derrière la maison. Elle présentait une fissure aussi large que je l'ai utilisée. Ne vous imaginez pas que j'ai agi comme un gamin. Si vous avez vu ce crâne, il avait des cornes longues de 10 centimètres, et en même temps une tête et une mâchoire assez proches de la vôtre, ou de la mienne. J'avais réussi. Enfin, je sentais que Manton frissonnait. Il s'était rapproché de moi pour de bon, mais sa curiosité était plus aiguillonnée que jamais. Et les vitres des fenêtres? Il n'en avait plus une seule. Une des fenêtres avait perdu son cadre. Aucune des autres n'avait conservé la moindre trace de vitre. Vous savez, ces petits carreaux, comme on en faisait autrefois, ces croisillons, avaient disparu en 1700. À mon avis, il y a plus d'un siècle que ces vitres étaient brisées. C'est peut-être l'œuvre de ce jeune homme dont je vous ai parlé, à condition qu'il soit monté jusque-là. La légende ne le dit pas. J'aimerais bien voir cette maison, Carter. Où se trouve-t-elle? Vitre ou pas vitre, j'aimerais bien la visiter un petit peu. Et aussi la tombe où vous avez caché ces ossements, et aussi cet autre tombeau qui ne porte pas d'inscription. Tout cela doit être quelque peu terrifiant. Vous l'avez vu avant que la nuit tombe. Mon récit avait été plus efficace que je ne l'avais cru, car à ces paroles, à cet effet assez innocent, mon ami sursauta, s'écartant brusquement de moi et poussa une sorte de cri qui traduisait parfaitement son état d'esprit. Ce fut un cri bizarre, et d'autant plus bizarre qu'on y répondit. En même temps que l'écho s'en apaisait, j'entendis comme un craquement dans l'obscurité dense, et compris tout de suite que c'était une fenêtre à croisillon, qui s'ouvrait dans la vieille maison qui nous abritait de son ombre. Comme toutes les autres embrasures étaient depuis longtemps s'en battant, je sus aussitôt que c'était la fenêtre démoniaque de la mansarde, la fenêtre sinistre et sans vide qui venait de grincer. Puis tomba sur nous un courant d'air glacé, mais violent et délétère, provenant de cette même direction inquiétante, qui fut suivi d'un hurlement perçant. Ce hurlement était poussé, juste à côté de moi, toujours assis sur cette pierre tombale et pernicieuse, où dormaient jadis un homme et un monstre qui ne formaient qu'un seul être. Une seconde plus tard, j'étais chassé de mon siège macabre par la poussée affolante d'une entité invisible, mais d'une taille qui devait être gigantesque et d'une nature impossible à préciser. Oui, je fus balayé comme une feuille et me retrouvai étalé sur le ventre, sur le terreau travaillé par la circulation silencieuse des racines de l'arbre, dans ce cimetière inhumain, tandis que de la tombe elle-même s'élevait un vacarme sourd de respiration étrange et tourbillonnante, à un point tel que mon imagination peupla aussitôt l'obscurité pourtant impénétrable de légions dantesques de damnés informes et impensables. Il y eut comme un maelstrom d'un vent desséchant, glacé, puis comme un fracas de briques et de maçonnerie qu'on ébranlait. Mais heureusement, j'avais perdu connaissance avant de m'en rendre parfaitement compte de la signification de ces bruits. Manton,
bien que plus petit que moi, possédait une résistance physique plus grande. Tous deux, nous réouvrîmes les yeux presque au même moment, bien que ses blessures furent bien plus graves que les miennes. Nos lits se touchaient et après quelques secondes, nous savions que nous étions à l'hôpital Sainte Mary. Des médecins faisaient un demi-cercle autour de nous, animés d'une curiosité intense, avides de réveiller notre mémoire et tous prêts à nous raconter ce qui était arrivé. C'est ainsi que nous entendîmes parler de ce fermier qui nous avait trouvés tous les deux dans un champ isolé, de l'autre côté de Meadow Hill, à 1 miles du vieux cimetière, à l'endroit où s'était élevé autrefois, paraît-il, un abattoir. Manton avait sur la poitrine 2 blessures fort vilaines, avec des coupures et des griffures, moins profondes dans le dos. Quoique moins blessé, j'étais cependant couvert de marques et de contusions dont la nature était inexplicable. On y trouvait même l'empreinte d'un sabot fourchu. De toute évidence, Manton en savait plus long que moi, mais il ne déclara absolument rien au médecin stupéfait et passionné, tant qu'on ne lui eût pas dit au juste ce que nous avions. Alors il déclara que nous avions été chargés par un taureau vicieux. Mais comment aurions-nous pu préciser où l'animal se trouvait? Quoi qu'il en soit, quand les médecins et les infirmières nous eurent quittés, je lui soufflai cette question d'une voix inquiète. Mais Seigneur Manton, qu'était-ce donc? Ces cicatrices, est-ce que c'était ça? Non, cela n'avait aucun rapport. C'était partout, une sorte de gélatine, de gelée, et qui pourtant avait des formes, 1000 formes si horribles, dépassant toute description. Il y avait des yeux et une souillure. C'était la fosse. C'était le maelstrom, c'était l'abomination ultime. Carter, c'était l'indicible.